Salut à tous, donc nous attaquons la partie matérielle de la construction de notre réseau. Donc nous avons vu tout à l'heure les différentes couches logiques, donc du modèle OSI et du modèle TCP/IP, donc de l'IETF. Donc concrètement, pour accorder nos équipements, donc nous partons de la carte réseau de l'ordinateur, donc A, à un port donc de notre switch A. Et nous partons de la carte réseau donc de notre ordinateur B à un port disponible en fait sur le switch B. Voilà. Donc toute communication en fait émanant de cet ordinateur donc atterrira, sera reçue par le port de raccordement sur le switch A, qui lui ensuite transmettra, en fonction des mécanismes qu'on expliquera un peu plus tard, l'information aux autres ordinateurs. Bien sûr, pour pouvoir réaliser une communication complète, nous allons devoir interconnecter en fait ces deux switches, donc soit par un couple de ports, ou voire plus de deux ports en mode partage de charge, ou en mode actif backup. Donc ce sont des modes en fait que nous pourrons détailler en fait dans les vidéos pour d'autres certifications. Aujourd'hui sur la partie SysInt, c'est vraiment pas indispensable en fait de rentrer à ce niveau de détail. Donc concrètement, qu'est-ce que nous avons comme type de connectique? Donc au niveau des switches, nous pouvons avoir une connectique pour donc la communication, nous disions à 10 MB, 100 MB ou 1 giga. Donc ces différentes vitesses donc sont disponibles sur des interfaces RJ45. Donc ce sont des interfaces cuivre. Nous avons aussi la possibilité d'avoir des ports à 10G dans certains cas, sachant que en fait les cas les plus répandus sont les cas 100 MB et 1 giga. Donc dans ces cas-là, nous pouvons utiliser des SFP+, donc qui ont le même format que des SFP qui font du giga Ethernet. Donc pour faire du 10 giga Ethernet, ce sont des SFP+. Donc pour une communication en optique, ou alors des câbles cuivre sur des connecteurs dits Twinax. Voilà. Donc il existerait peu de communication à 10 giga sur RJ45. De façon technique, c'est réalisable, mais dans la pratique, en fait, c'est vraiment pas très utilisé. Hein. On part plutôt sur des câbles, des SFP+, et des câbles optiques ou Twinax. Voilà. Et donc, les switches peuvent disposer de l'un ou l'autre, ou des deux types de ports, sur leur face donc port où sont disponibles en fait le raccordement pour les équipements. Donc concrètement, comment cela se présente? Donc nous avons ces différents types de connectiques. Donc nous avons parlé tout à l'heure de SFP. Donc nous avons ici un exemple de SFP. Donc sans lire les caractéristiques précises sur l'équipement, un SFP ressemble à s'y méprendre à un SFP+. Donc en fait, ce sont les caractéristiques sur le dessus du composant qui nous permet de savoir si nous sommes à 1 giga ou si nous sommes à 10 gigas. Donc en fait, ce SFP peut se décliner en plusieurs versions. Donc une version monomode, donc pour des portées qui peuvent aller jusqu'à 80 km. Donc ça part en général de 1 km à 80 km. Donc des SFP de 1 km, c'est des SFP qui sont également monomodes, mais avec une puissance beaucoup plus faible. Donc celles qui font du 1G, ce sera des SFP LX. Donc les 10G, ce sera du LR ou du LRL pour le 1 km. Donc les SFP, LX et LR, donc ce sont des SFP de 10 km, LRL 1 km. Et pour aller plus loin, nous avons en fait des SFP de type ZX Extended Reach, donc ZX en fait pour du 1 giga et ER pour du 10 giga. Donc nous avons aussi la possibilité sur un port d'équipement qui accepte des SFP, la possibilité de mettre
un SFP cuivre. Donc vous voyez en fait sur ce type de SFP, nous avons un connecteur RJ45 pour pouvoir insérer un câble RJ45 donc cuivre, en fonction de l'équipement qu'on a en face, donc en fonction des besoins de communication. Dans le cas où nous insérons de la fibre, donc en fait nous avons dans la SFP des connecteurs de ce type qui sont des connecteurs dits LC. Donc ces connecteurs LC permettent en fait de raccorder en optique, soit en optique monomode dont nous avons parlé tout à l'heure, soit en fibre multimode. Donc les fibres multimodes sont les fibres en fait qui sont utilisées en intra data center ou pour des portées très courtes en fait qui avoisinent les 500 mètres. Voilà, donc le SFP il va s'insérer dans l'équipement comme c'est indiqué sur ce schéma là. Donc ici nous avons un module de switch Cisco qui présente les deux types de connectiques, donc une connectique RJ45 et une connectique de type SFP. Voilà, donc en fait c'est l'avantage des SFP, c'est qu'ils sont modulaires et permettent en fait en fonction des capacités de l'équipement, donc de raccorder plusieurs types de câbles et raccorder à plusieurs types d'équipements. Voilà. Donc j'aime bien présenter cette photo parce que on voit en détail en fait donc l'insertion du SFP et là le raccordement du câble optique. Donc là en fait typiquement sur les câbles orange on reconnaît en fait les câbles multimode, donc les câbles monomode étant en général en fait des câbles jaunes. Donc là nous avons l'insertion du SFP puis le raccordement en fait du connecteur fibre en connectique de type LC. Voilà, donc c'est ce qu'on rencontrera dans la majorité des cas. Les gros connecteurs dits GBIC utilisent une connectique dite SC, donc qui sont en fait des connecteurs optiques plus gros que ceux-là, qui offrent une densité de ports, donc compte tenu de leur taille plus faible, mais par contre sont plus robustes donc dans l'utilisation, mais on les rencontre de moins en moins. Et donc là en fait à côté du connecteur optique nous voyons en fait des connecteurs de type RJ45. Voilà comment physiquement sont raccordés en fait les équipements ordinateurs au switch. Donc pour revenir à notre réseau, donc nous avons un raccordement pareil, et il est important de rappeler comment se faisait à l'époque, avant l'avènement des switches, le raccordement des ordinateurs. Et bien, les ordinateurs étaient raccordés par un équipement qui s'appelle hub. Donc ce hub remplissait partiellement les fonctions remplies aujourd'hui par le switch, à savoir agréger un ensemble d'équipements désirant communiquer entre eux. Donc là, je rajoute en fait C et D qui sont d'autres ordinateurs. Donc typiquement, lorsque l'ordinateur A souhaite envoyer un message à l'ordinateur B, donc ce message est envoyé au hub, point de rattachement de l'ordinateur A, qui lui va répliquer de façon systématique ce message à l'ensemble des autres ordinateurs. Donc, ce qui implique que lorsqu'un équipement émet, les autres écoutent. Donc, sur le hub, on est en mode dit simplex. Donc, on ne peut pas faire du duplex. Donc, deux équipements ne peuvent pas parler en même temps. Donc, performance réduite. Deuxième inconvénient, nous n'avons pas d'apprentissage de MAC adresse. C'est-à-dire, en fait, lorsque l'équipement A enverra un message à l'ordinateur B, et bien, lorsque l'ordinateur B, lui, enverra à son tour un message à l'ordinateur A, on aura également le phénomène de flooding. Donc, en fait, le message sera envoyé au hub qui répétera de façon permanente, en fait, ce même message sur tous les ports, et l'équipement qui se sent, interrogé, qui se sent concerné en griffe, répondra au message reçu. Voilà. Donc en fait, c'est une performance moins intéressante en fait qu'on a sur les hubs, de raison pour laquelle nous sommes passés au switch. Un point intéressant que je souhaite souligner, c'est que lorsque deux équipements essaient de communiquer en même temps, il y a ce qu'on appelle une collision. Compte tenu du fait qu'ils partagent le même canal de communication, tous ces équipements, donc dans notre exemple A, B, C et D, donc on dit qu'ils partagent le même domaine de collision. Ça veut dire qu'en fait, ils ont chacun la possibilité de rentrer en collision avec tout autre équipement raccordé à ce même hub lorsqu'ils essaient de communiquer.
Voilà, donc en fait c'est ça le domaine de collision. C'est le domaine de collision, donc ce sera c'est l'ensemble des équipements qui peuvent créer une collision, donc une congestion sur le réseau. Donc créer des trames, donc un signal inexploitable, lorsqu'ils essaient de communiquer ensemble. Le switch présente l'avantage de ne pas avoir un domaine de collision commun pour l'ensemble des équipements. Donc par défaut, un switch est capable d'apprendre des trames. Donc ce qui va se faire, c'est que si nos équipements C et D sont raccordés, donc respectivement au switch B et A, ce qui va se passer, lorsque l'équipement A communiquera avec l'équipement B, eh bien, dans un premier temps, ne connaissant pas la destination et la position de l'équipement B, le switch A enverra sur tous ses ports, donc tous les ports qui lui sont raccordés, donc les ports en fait sur l'équipement C et les ports sur le switch B, le message émis par A. Donc on a un flooding, parce qu'en fait il n'y a pas d'apprentissage. Dans un second temps, lorsque l'équipement B recevra le message, eh bien, il enverra la réponse au switch A, à l'ordinateur A, pardon. Donc en fait, ce qui va se passer, compte tenu du fait que le message a été reçu sur un des ports, on va dire le port 1 de notre switch A, ben le switch A sait désormais que l'équipement A, l'ordinateur A, se trouve raccordé sur son port 1. Donc il le sait par apprentissage de l'adresse MAC source, donc référence au format de l'adresse MAC de la trame Ethernet que nous avons vu dans la vidéo précédente. Et il sait typiquement que l'équipement A ne se trouve pas en fait raccordé en fait sur ces autres équipements. Pareil en fait sur tous les ports qui auront reçu donc les flux venant de l'ordinateur A, donc sur le switch B, il sera que l'ordinateur A se trouve en aval du port qui le raccorde au switch A. Donc le trafic venant de l'ordinateur B sera émis et reçu de façon directe par l'ordinateur A. Et donc, il n'y a pas de collision. Donc, ça veut dire que typiquement, si en parallèle, l'équipement C essaie d'envoyer un message, ce message-là, en fait, pourra être envoyé aux autres équipements, pourra être floodé ou alors envoyé de façon directe s'il y a eu un apprentissage initial à l'équipement destinataire. Et dans sa réponse, l'ordinateur B qui envoie un message avec sa trame, dans sa trame, en fait, donc la MAC destination, donc qui est la MAC destination de l'ordinateur A, et dans la MAC source, donc c'est la MAC source de l'ordinateur B, et bien il envoie le message avec dans la MAC source son adresse MAC, et bien désormais le switch B sait que l'ordinateur B se trouve raccordé sur un de ses ports, on va dire en fait le port 1, sachant que les switches sont raccordés sur les ports 2 et 3 respectivement, et que tout message destiné à B ne devra pas être floodé à D également, devra être envoyé directement sur le port 1, port de raccordement de l'ordinateur B. Voilà. Donc en fait, on voit bien que dans ce cas-là, nous avons une scission des domaines de broadcast. Il n'y a plus on réduit en fait le risque de collision entre les différents messages qui sont envoyés. Donc l'ordinateur A les messages de l'ordinateur A pourront être commutés directement vers l'ordinateur B, les messages du C vers le D, et etc. Donc du B vers le D, etc. Donc toutes les communications pourront se faire de façon concomitante, sans risque de pouvoir détruire par collision les messages émis par les autres. Voilà rapidement expliqué en fait les collisions. Un autre phénomène qui demeure cependant au niveau des switches, mais qui est exploité à bon escient, c'est ce qu'on appelle en fait le broadcast. Les switches ont la possibilité d'apprendre donc les MAC sources d'équipements bien identifiés. Donc ces MAC là en fait sont dits des MAC unicast, car appartenant à un équipement unique, bien identifié. Et on a aussi un autre type de message dit broadcast ou multicast.
Et bien les messages broadcast, en fait, sont des messages qui sont envoyés à tout équipement raccordé au réseau. Donc en fait, dans ce cas-là, l'adresse MAC de destination est une adresse MAC avec tous les bits positionnés à 1. Donc dans l'adresse MAC, nous avons 6 octets, donc 48 bits. Et bien ces 48 bits sont tous positionnés à 1. Et dans ce cas-là, le switch qui fait, c'est qu'il envoie ce message à tous ses ports. Donc en fait, c'est voulu. Donc on envoie ce message à tous les équipements qui sont raccordés, quelle que soit leur position. Parce qu'on ne sait pas quel est le destinataire ciblé par B, étant donné que la destination est un tout à 1, donc c'est un broadcast. Le deuxième type d'adresse, c'est une adresse multicast. Ben, cette adresse multicast, en fait, a une similarité avec l'adresse broadcast. Dans l'adresse destination, nous avons dans le standard Ethernet un bit qui est dit bit de groupe. Ben, en fait, c'est ce bit-là, lorsqu'il est positionné à 1, qui indique au switch que le message doit être envoyé à l'ensemble des équipements. Donc le switch en question ne sait pas faire la différence entre une adresse broadcast et une adresse multicast. Donc tout message envoyé avec le bit groupe positionné à 1 se verra répliqué sur l'ensemble des ports du switch. Voilà. Donc en fait, tous les équipements qui sont raccordés au switch, donc y compris ce switch-là, qui lui-même fera aura le même comportement, donc on verra le message à tous les équipements qui lui sont raccordés. Donc tout message avec ce bit A1 sera répliqué. Donc en fait, on dit donc que au niveau du switch, tous les équipements sont dans le même domaine de broadcasts. Voilà. Donc nous voyons en fait dans la vidéo suivante comment casser ce domaine de broadcast pour éviter que les messages le message broadcast ou multicast qui sont utilisés par certains protocoles et qui sont désirés compte tenu du fait que on souhaite à certains moments diffuser des messages à un ensemble d'équipements. Donc comment est-ce qu'on peut casser ce domaine de broadcast et comment est-ce que ce domaine de broadcast en fait peut être étendu ou alors exploité à d'autres desseins. Merci. Bientôt.